Donc aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Gwendal Simon, qui est maître de conférences en aménagement et urbanisme à l'université UPEC, c'est-à-dire Université Paris-Est Créteil. Et Gwendal Simon travaille sur les touristes et le tourisme dans les espaces urbains, notamment à Paris, où il a écrit un très intéressant article sur Paris-Plage, un simulacre socio-spatial du tourisme balnéaire. Ça donne envie de le lire et je vais regarder si je le trouve. Et Monsieur Gwendal Simon, depuis plusieurs années, nous a promis un ouvrage qui doit s'appeler normalement Les pratiques touristiques à Paris et que nous attendons tous et qui va être publié au PUR, les presses universités de Rennes, sans doute en 2017, je l'espère. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation et puis bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord en préambule, alors évidemment remercier les organisateurs pour cette invitation et plus spécialement un remerciement très amical à Sylvain Pathieu qui est commissaire de l'exposition Bon Baiser de Paris, sur 300 ans de tourisme à Paris. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir cette exposition. Sans doute que oui, mais peut-être pas tout le monde. Donc du coup, je vous y invite vivement. C'est pas du tout des mots de circonstance que je dis là. J'ai découvert avec vraiment un grand plaisir la muséographie et tout le travail muséographique qui a été fait sur cette exposition, qui nous fait vraiment sentir, et je dirais presque la matérialité de ce que c'est que le tourisme. Et pourtant, le tourisme, c'est aussi des imaginaires, c'est aussi des pratiques, c'est des choses aussi qui relèvent de l'immatériel, pas que, et pourtant, à travers des visuels extrêmement larges, extrêmement variés, on a une histoire des pratiques, on a une histoire des infrastructures, on a une histoire aussi des transports, une histoire des objets, et se déplie du coup à partir du tourisme tout un tas de multiples histoires au pluriel qui sont extrêmement mises en images, extrêmement bien racontées, je trouve. Voilà pour ce petit préambule. Alors concernant ma présentation intitulée Tourisme, pratique participative et dissémination de la culture, alors sur ces 300 ans de tourisme, on est à l'extrémité évidemment temporelle de ces 300 ans, puisqu'on est sur évidemment les dernières années. Donc on va parler finalement sur ces 300 ans peut-être d'une trentaine d'années, même si je vais revenir un peu sur les mutations du tourisme. Mon objectif, ça va être finalement de répondre d'aborder deux questions. Alors je ne sais pas si je vais complètement y répondre de façon exhaustive, mais au moins d'appréhender qu'est-ce que c'est que cette dimension participative dans le tourisme et quels sont ses enjeux pour le tourisme parisien, une première chose. Et puis, quelque chose que j'espère que ça va traverser cette présentation, en quoi ces pratiques participatives, donc de façon en filigrane, pourraient contribuer à disséminer la culture. Alors la culture avec un grand C, la culture institutionnalisée, avec des référentiels culturels qui sont déjà établis depuis longtemps, travaillés par l'histoire, qui sont déjà labellisés, institués, regardés. Et comment ces aspects-là pourraient se disséminer dans l'espace, dans le temps, se diffracter, grâce en partie à des pratiques et aux acteurs du tourisme participatif. Alors je vais aborder un peu 4 temps comme ça dans mon exposé. Premier temps, je vais revenir un peu sur les mutations du tourisme. Bon, sans être trop long, mais quand même expliquer aussi le contexte d'émergence, disons, du pourquoi on parle aujourd'hui de pratiques participatives. Pourquoi le tourisme, la catégorie de tourisme participatif est une catégorie qui maintenant commence à avoir son assise. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on en arrive là? Deuxième temps, je reviendrai évidemment sur qu'est-ce que ça veut dire, quelle est une tentative de définir ce que c'est que ce tourisme participatif dans le champ touristique. Quels sont les enjeux, troisième temps, évidemment, de ce tourisme pour le territoire parisien? Je pense que là, il y a matière, il y a beaucoup à dire, à discuter. Et enfin, quel est le rôle de la dimension participative, justement, dans cette dissémination de la culture, et dans quelle mesure le tourisme participatif, en rapport qui ferait presque éclater cette culture instituée, éclater dans le temps et dans l'espace, pas la faire disparaître, mais davantage la diluer, comment elle peut aussi activer de nouveaux patrimoines, qui me semble quelque chose d'important. Alors,
je vais rester sur cette slide pour l'instant qui ne va pas bouger. Donc pour l'instant, vous allez juste être guidé par ma voix. Je vais essayer d'être le plus clair, didactique possible. Et à un moment, quand on parlera de Paris, je vous montrerai quelques cartes justement pour camper et pour territorialiser un peu mon propos. Mais jusqu'ici, c'est juste ma voix qui vous guide, même si ça fait un peu gourou de dire les choses de cette façon-là. Alors, premier point sur les mutations du tourisme. Aujourd'hui, il est courant de dire que le tourisme est partout, il est tout le temps. Donc, il se serait comme ça disséminé à tous les espaces. Alors, je voudrais, pour parler de ce contexte, je voudrais détailler ce contexte, le contexte socio-historique dans lequel s'inscrivent les pratiques participatives dans le tourisme. Ce qui est une manière de fixer le décor, ce qui est une manière de fixer la toile de fond de ce dont nous allons parler avant de rentrer clairement dans le vif du sujet. Certains chercheurs, certains observateurs affirment plutôt, c'est plutôt le monde anglo-saxon qui est friand de ces analyses, qu'on assisterait à l'éclatement de la sphère spatio-temporelle originelle du tourisme, et on parlerait même de fin du tourisme, comme espace-temps particulier, et que la fin du XXe siècle aurait acté la fin du tourisme moderne, tel que il s'est mis en place, disons fin 19e, début 20e, même s'il est un peu plus ancien, et qu'on serait entré dans une période postmoderne. Alors, ça serait quoi cette phase spatio-temporelle initiale qui serait mise à mal? Alors, je vais revenir dans un deuxième temps pourquoi elle serait mise à mal. Bon, il y a plusieurs manières de la lire, sans être trop long. Si on prend par exemple ce que nous dit un géographe comme Michel Husseau, qui nous dit « Le tourisme, ça a longtemps exprimé une différence spécifique, qui s'illustrait doublement, au sens où le tourisme se distinguait radicalement de deux choses. Première chose, de la vie quotidienne. Le tourisme, c'était une sortie, c'est une sortie, j'emploie le temps au passé et au présent, une sortie de la vie quotidienne. Il s'en extrait, première différence. Et cette extraction constitue pour beaucoup encore la raison d'être, et un caractère majeur. Mais c'est un petit peu plus... elle est travaillée par le quotidien. Alors, je vais revenir dessus. Première chose, différence avec le quotidien. Deuxième chose, plutôt par défaut, le tourisme se différenciait aussi de la grande aventure du voyage. Tourisme et voyage, donc deux choses différentes, dans le cadre d'une distinction qui était construite par tous ceux qui, dans un souci de distinction sociale, culturelle, faisaient la promotion de la découverte, de l'authentique. Et c'est quelque chose qui n'était pas censé se confondre avec le tourisme, qui était une pratique de séjour et de circuits qui se sont assez rapidement du coup massifiés, démocratisés, du coup nécessairement banalisés aussi vers des hauts lieux, des lieux prescrits comme à voir, à la différence du voyage. Donc on avait cette double différence-là. Le quotidien, sortie du quotidien, et le tourisme n'était pas le voyage, c'était quelque chose d'un peu plus banalisé. On peut conserver ces éléments, ces deux points. On peut aussi en ajouter d'autres, pour comprendre cette différence spécifique initiale, qui du coup davantage éclaterait. Donc conservons la sortie du quotidien vers un ailleurs spatial, donc une distance géographique. Et souvent on nous a dit que d'ailleurs il fallait partir assez loin, c'est plutôt valorisant, une assez grande distance géographique. Des pratiques touristifiées et massifiées, la mise en tourisme de plus en plus de lieux, des foules de plus en plus nombreuses, ce qui va induire d'ailleurs des problèmes. Une démocratisation relative, parce que tout le monde ne part pas en vacances, tout le monde ne fait pas du tourisme. Démocratisation relative au corps social, densité, foule, concentration, agglutination, qui vont poser des problèmes, notamment dans les espaces touristifiés. Ça, on y reviendra sur le cas parisien. Troisième élément, c'était aussi le temps des vacances. Le temps collectif dédié aux vacances, au tourisme, les grandes transhumances estivales, qui étaient aussi une différence spécifique. Et des touristes qui étaient souvent catégorisés aussi plutôt comme spectateurs, plutôt comme des touristes passifs, entre guillemets, plutôt que acteurs de leur voyage. Ça aussi, ça en faisait une différence spécifique. Et d'ailleurs, la manière dont on a caractérisé l'expérience du touriste à partir notamment après-guerre, dans les années 60, justement, période de démocratisation, c'était de souligner cette dimension collective, massifiée, et de fait, pour la critiquer aussi. Le tourisme était pensé, on disait que c'était une activité qui était construite et organisée par des tiers. Donc c'est pas vous qui l'organisez, mais ce sont d'autres personnes. Ça reflétait l'invasion de pseudo-événements, pour reprendre un terme de l'universitaire américain Daniel J. Borstein, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Découvreurs,
qui nous dit, voilà, ce sont des pratiques distantes, le tourisme, ce sont des pratiques distantes de l'environnement d'accueil et des populations locales. C'est un environnement à la manière d'une bulle. C'était ça qui était critiqué. Des espaces et des temps particuliers, notamment des espaces, les stations touristiques, les centres, un ensemble d'aménités, d'hébergements spécifiques, etc., qui jouaient comme une bulle. C'était aussi la mise en cause, dans ces critiques, de voyages de groupe, des touristes qui puisent leur plaisir dans des attractions qui étaient inventées, construites de toutes pièces. Globalement, on avait le constat d'une expérience qui était vraiment un portrait du tourisme qui était très monolithique. Les besoins et les désirs des touristes étaient appréhendés comme relativement constants, peu sensibles à la différenciation sociale, peu sensibles à la diversité des contextes, et l'expérience, elle était appréhendée, telle qu'elle était décrite, pensée par des observateurs critiques, elle était pensée avant tout au singulier. C'était un touriste, une expérience plutôt un peu falsifiée. Alors si on reprend ces éléments, aujourd'hui le portrait est différent. Alors sans aller jusqu'à parler de fin du tourisme, qui me semble évidemment largement exagéré, très exagérément relativiste. Donc les espaces et les temps forts, c'est-à-dire traditionnellement identifiés comme tels du tourisme, tel qu'on le connaît depuis l'après-guerre, effectivement, sont mis à mal, puisque le tourisme, est-ce que c'est toujours une sortie du quotidien ? Oui, mais pour partie seulement, parce que l'exclusivité de l'espace-temps du voyage, elle est affaiblie, par exemple par les technologies de l'information et de la communication, la possibilité offerte de vivre l'expérience à partir d'un écran, pour prendre un exemple, je vous le concède, un petit peu caricatural, mais elle est affaiblie par le fait qu'on peut partir loin et pour pas longtemps, avec le développement des offres low cost, dans le cadre de ce que Jean-Didier Urbain, anthropologue du tourisme, appelle comment il appelle ça, une géographie, des mobilités internationales de proximité. Donc on part loin, mais le lointain est à côté finalement. Et donc le fait de pouvoir partir assez loin, je pars un week-end au Maroc, j'insère du hors quotidien dans un temps quotidien. Donc la quotidienneté est informée par le tourisme, aussi parce qu'on part globalement plus, etc. Aussi parce qu'on peut être touriste dans sa propre ville. Alors je ne pense pas que ce soit juste une affiche, ce n'est pas juste un label et ce n'est pas juste des termes des promoteurs du tourisme. Mais je pense qu'on peut découvrir, redécouvrir des espaces, qu'on découvre des espaces qui sont voisins des espaces de notre quotidien. Je pense que là, il y a quelque chose d'aussi intéressant à creuser. Puis si le tourisme, c'est à distance du quotidien, tout est dans la distance. Et la mesure de la distance, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi dans nos têtes. Donc il y a des choses qui sont près de chez nous, mais qui nous apparaissent plus distants, finalement. Donc il y a aussi cet aspect-là. Donc le quotidien et hors quotidien, ça se rejoue, ça se transforme. Et du coup, on a un souci aussi, sans doute, d'aller découvrir, non pas forcément l'authentique avec un grand A, le lointain avec un grand L, mais aussi un souci de l'ordinaire, qui va expliquer aussi pourquoi le tourisme participatif émerge. Des pratiques massifiées et démocratisées. Oui, alors démocratisées relativement, mais de plus en plus individualisées. Aujourd'hui, il y a un terme qui est à la mode dans le monde, dans le monde plutôt des gestionnaires du tourisme, c'est la désintermédiation. On passe plus par des intermédiaires, on passe moins par des intermédiaires, parce qu'on a des possibilités, effectivement, selon nos compétences, certes, mais d'aller chercher, construire nos voyages nous-mêmes. Par exemple, c'est un élément, on pourrait en citer d'autres, le temps des vacances, le grand temps des vacances, qui était le modèle vacancier, disons, pour le dire vite, des 30 Glorieuses, des grandes vacances, toujours présent, mais le modèle vacancier a changé. C'est substitué à un modèle qui est constitué par une plus grande diversification des pratiques, par leur plus grand étalement sur l'ensemble de l'année et sur des temporalités plus courtes. Donc le temps un peu monolithique des grandes vacances, c'est un peu étalé à l'année. Si on analyse ça en termes, disons, de modèles, un peu de façon générale. L'émergence progressive du court séjour, ce qu'on appelle les mid-weeks, étalés sur 4-5 jours, constituent des exemples fréquents, avec les low cost, avec un temps de travail qui, même si on revient dessus, à l'échelle d'un siècle a largement diminué, donc le temps disponible a augmenté, et fait que aussi le tourisme urbain, notamment, profite de la conjonction de ces phénomènes.
Et puis il y a une plus grande porosité entre les mondes de la mobilité des loisirs, ceux liés aux vacances et ceux des week-ends. Bref, le modèle aujourd'hui, c'est plutôt, plus souvent, moins longtemps et aussi parfois plus loin. Dernier élément que je discute sur la transformation des mutations du tourisme, des touristes essentiellement passifs. Alors, bien sûr que non. Les touristes, évidemment, sont de plus en plus conscients des places, des rôles qu'ils jouent, conscients d'être dans un rôle du tourisme, conscients parfois d'accepter de se faire, d'être un touriste, de se faire arnaquer, enfin, d'être inscrit dans un circuit aussi touristique, d'avoir une distance par rapport à ce qu'on fait, évidemment. Aussi parce que les objets dignes d'un intérêt touristique ou non, ça c'est touristique, ça l'est pas, se sont aussi estompés par l'affaiblissement globalement des partitions entre ce qui relevait de la haute culture, de la basse culture. Il y a eu un relatif mélange. Et du coup, on a une pluralité aussi des lectures individuelles qu'on fait. Moi, je peux... Et donc, c'est ce que disait, j'ai oublié son prénom, Pfeiffer, qui était une Australienne, qui a écrit un livre qui s'appelle Going Places en 85, et qui racontait effectivement une expérience, disons, post-moderne, d'un touriste à Paris qui dit je veux autant voir la Tour Eiffel, labellisée comme touristique, mais aussi ce qui relève d'une expérience ordinaire. C'est pas jugé comme touristique, mais je l'intègre qui est quelque chose de l'urbanité, voire des scènes urbaines qui sont pas touristiques à proprement parler, mais pour le touriste, c'est une manière de découvrir quelque chose ici et là que d'autres ne voient pas et qui peut effectivement en rentrant peut dire j'ai vu ce qui relève des modalités les plus instituées, mais aussi ce qui relève de quelque chose qui fait partie du territoire de visite, mais dans ses dimensions les plus peut-être aussi les plus ordinaires, et qui sont bien évidemment importantes aussi pour des touristes. Tout ça pour dire que ça revient à dire que dans ces transformations, je suis alors un peu général, c'est un peu grossier ce que je dis, il faudrait aller plus loin. Il n'y a pas d'expérience universelle qui soit vraie pour tous les touristes et tout le temps. Donc diversification, individualisation, etc. Et depuis plusieurs décennies, à partir de ces éléments-là, on pourrait en prendre d'autres et discuter, aller plus loin, bien sûr. Mais on a le modèle d'une offre touristique de masse, peu différenciée, qui est fortement remis en cause, donc par une offre plus composite, plus fragmentée, plus individualisée. Et dans ce contexte, on a une nouvelle attention qui est portée au quotidien, à l'ordinaire, à la contextualisation du séjour, aux interactions sociales, à la rencontre. Bon, la rencontre, certes, c'est pas nouveau, ça a souvent constitué un horizon aussi du voyage lointain, horizon aussi idéalisé, fantasmé, parce que la rencontre, qu'est-ce que c'est qu'une rencontre ? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie rencontre ? Difficile à dire. À quel moment on rencontre vraiment une population locale, des gens, dans les temps de voyage touristique, pas facile de faire de vraies rencontres authentiques. Et puis après, qu'est-ce que c'est l'authenticité ? Là, qu'est-ce qui est authentique ? Est-ce qu'on c'est quoi ? Une expérience qui n'est pas falsifiée ? Bon, il y a beaucoup d'éléments là-dessus. Mais il y a un souci de plus en plus fort, effectivement, d'aller chercher ailleurs que dans ce qui est véritablement labellisé comme tel, des éléments des motifs de visite, de découverte. Voilà pour ce premier temps un peu général qui encline effectivement à une recherche plus poussée, plus formalisée aussi dans des offres vers l'ordinaire et des formes de rencontres qui ne soient pas nécessairement prescrites par des acteurs institués du tourisme. Alors sur la participation maintenant, vous avez dit participation. Oui, participation, j'ai dit participation. Que signifie le tourisme participatif et quels en sont les enjeux pour les villes aujourd'hui ? Alors, si la catégorie du tourisme participatif est assez stabilisée, il n'y a pas véritablement de définition véritablement assise de ce qu'il y a derrière participation et qui ferait l'objet d'un consensus. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'atteler à la tâche et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Bon, le mot participation est traditionnellement défini comme l'action de participer à quelque chose. Puis on part de l'élément le plus simple, on regarde dans un dictionnaire, qui renvoie à collaborer aussi à quelque chose. Pour le tourisme, la participation peut être appréhendée dans les deux sens. Pour les deux protagonistes d'un déplacement touristique, le touriste qui participe à la vie des populations locales, et les habitants eux-mêmes qui participent aux activités touristiques et qui en sont, pour partie, de véritables acteurs. Alors, c'est une forme de tourisme, au moins on s'accorde là-dessus, qui reconnaît la contribution des modes de vie, des coutumes, du cadre de vie des habitants aux activités touristiques, et qui cherche à associer les habitants.
Donc on n'a plus le tourisme dans sa bulle, dans son expérience qui serait du coup à distance, spectateur, actif, mais au contraire qui serait partie prenante dans sa visite d'une collaboration, d'une interaction avec les habitants. Là, je reste très général. Là. Donc, associer les habitants au processus de valorisation touristique, donc qui passe plus par des acteurs professionnels, d'une part, et au processus aussi décisionnel sur les questions touristiques. Comment faire en sorte que les habitants puissent prendre part aux décisions, non pas spécifiquement de la vie de quartier, de la voirie, enfin dans l'ensemble de ce qui constitue nos quartiers en propre, mais comment les habitants peuvent prendre part à ces processus décisionnels. Là, c'est un peu plus difficile, mais on pourra en revenir. C'est peut-être plus difficile parce que c'est plus difficile à mettre en œuvre, mais ça me semble extrêmement important pour autant. Je reviens sur le terme participation, donc un terme qui cherche à recouvrir l'idée de faire partager aux touristes un peu de la vie des habitants, de faire jouer à ces derniers, les habitants, un rôle d'acteur, d'animateur du tourisme. Donc on a un terme qui a l'ambition de qualifier les formes de tourisme qui contribuent au rapprochement entre visiteurs et habitants. Souvent, les visiteurs et habitants, c'est souvent pensé, j'ai l'impression, sous le mode de la conflictualité ou de quelque chose qui ne va pas forcément de soi. Ou d'un côté, où c'est la rencontre, mais qui est imaginée, un peu idéalisée. Parce que ce qu'on rencontre souvent quand on voyage, c'est aussi d'autres gens qui voyagent. Donc on a cet horizon-là, idéalisé, et cet horizon sur un mode plus négatif du conflit, de la conflictualité. Et certes, effectivement, il y a un ensemble de conflits qui posent problème, mais il ne faut pas oublier qu'entre les deux, on a des situations où le tourisme s'est relativement bien inséré aussi dans la vie des territoires, à activer, à participer, à contribuer à renouveler la base productive des territoires, aller sur les littoraux, sur les territoires de montagne, qui étaient historiquement des territoires ruraux, ou avec des activités ou de pêche ou d'agriculture, qui sont maintenant travaillées par les résidences secondaires, par les activités de tourisme, etc. La mutation qui s'est opérée en quelques dizaines d'années est assez flagrante. On pourrait parler de tourisme interactif aussi, car l'interaction fait bien référence à une action qui est réciproque. Bon, cependant, l'usage du terme interactif, depuis la montée en puissance des objets, des technologies, de l'information, du coup, ça renvoie davantage à un tourisme virtuel. Mais j'avais failli intégrer dans le titre de la communication cet aspect-là du souci de l'interaction. Même si derrière, qu'est-ce que la véritable interaction ? Cette interaction, ce souci de l'interaction transforme le résident en hôte, qui accueille chez lui, en médiateur du territoire, en médiateur d'une activité, semblable au professionnel dans sa fonction, mais différent dans l'approche et le contenu. Le résident va chercher à transmettre un intérêt, c'est pas du tout exhaustif, un intérêt pour un territoire, un intérêt pour des métiers, pour des coutumes, pour des savoir-vivre, des traditions, des objets. Et 3 petits points, il y en aura d'autres, je pense que vous avez des choses en tête. Et donc, du coup, les habitants se trouvent être des relais d'interprétation du territoire, de ses métiers, de ses activités, etc. Et ça constitue les fils propices, du coup, au tissage. Ces nouveaux objets, qui pourraient être peut-être des nouveaux patrimoines, d'ailleurs, j'y reviendrai à la fin, participent au tissage d'une relation que va tenter de promouvoir le tourisme participatif. Alors, les formes les plus notables du tourisme participatif, on a beaucoup eu l'émergence de ces dernières années des systèmes de ce qu'on appelle le peer-to-peer, on en parle un peu moins maintenant, par exemple le couchsurfing, où vous couchez littéralement sur le canapé de quelqu'un qui vous accueille, donc à travers des réseaux, effectivement, sur les réseaux sociaux, de mise en réseau, effectivement, vous accueillez gratuitement, même si derrière, il n'y a pas nécessairement la gratuité, l'activité non marchande, peut être travaillée par des logiques utilitaristes des individus, évidemment. Le couchsurfing a été un peu éclipsé par le grand sujet ces derniers temps, qui est par exemple Airbnb, les locations, et ce que ça produit en termes de transformation sur la vie des quartiers, pour le dire en français, la piétatérisation aussi, tout ce que ça peut produire sur la vie des quartiers. On pourrait en revenir. Donc tout un tas de visites
interpersonnel, de réseau, pour prendre un terme anglais, like local, comme être comme un local, ou assimilé. Et ça témoigne de quoi ça? C'est l'ensemble de ces pratiques de couchsurfing, de visites, de balades urbaines qui sont proposées par des habitants, dans des associations, dans tous ces réseaux, de la capacité grandissante des acteurs locaux. Quand je dis acteurs locaux, c'est pas forcément professionnel, ça peut être semi-professionnel, mais des associatifs, à s'inscrire dans des relations d'échange, même si peut y avoir un intérêt marchand. Quand je dis échange, bon, faut pas être naïf non plus, même si le tourisme participatif n'est pas censément directement motivé par cette question-là. Ça témoigne aussi de la capacité grandissante des touristes, qui sont de plus en plus expérimentés, à faire des incursions dans la ville et dans la vie urbaine. Donc là, le tourisme est plus consommateur ou spectateur, tel qu'on a pu l'appréhender dans les années 60. C'est aussi un producteur. Et ça, c'est visible dans la large palette des visites et des balades initiées par les habitants. Les habitants qui ont un rôle, je ne sais pas si vous connaissez le terme du coup de greeters, qui vient de l'anglais to greet, qui veut dire accueillir, et qui renvoie littéralement au registre des différentes formes d'accueil, de bienvenue. Et les greeters qui sont, on pourrait presque dire que c'est des go-between entre le territoire et les touristes, en tant que médiateurs. Ils ont un rôle, souvent on dit qu'ils ont un rôle d'ambassadeur. Bon, le terme est souvent aussi promu par les acteurs du territoire pour faire, du coup, pour constituer ces individus-là comme des relais de visite, etc. Mais je pense que c'est plus que ça, c'est pas juste un terme issu du monde marketing. Bon, dans la pratique, les greeters vont être des personnes, souvent bénévoles le plus souvent, parce qu'il y en a parmi vous, dans leur ville, dans leur quartier de résidence, qui accueillent, accompagnent des touristes qui souhaitent aller à la rencontre des lieux et d'habitants, au-delà des îlots touristiques identifiés et considérés comme incontournables. Ils sont souvent bons connaisseurs de l'esprit des lieux dans lesquels ils vivent, dénommés en ambassadeurs, parce que effectivement les acteurs de la promotion touristique ont trouvé là des partenaires idéaux pour diversifier leur offre. Donc le terme ambassadeur effectivement n'est pas neutre. Ils sont regroupés souvent sous la forme de structures associatives. Ils mettent en contact leur réseau de bénévoles et des touristes. Et cette relation, elle transforme le résident en hôte, en médiateur, je l'ai dit. Au contact des touristes, le récit des greeters, il est souvent personnalisé. Il valorise des éléments qualitatifs. Cela dit, les guides interprètes valorisent aussi ce type d'éléments. Il n'y a pas une coupure radicale entre des discours professionnels et des discours du coup de bénévoles, je pense. Valorise, alors ces éléments qualitatifs, ça peut être des ambiances, des particularités locales méconnues, je l'ai dit, métiers, savoir-faire, traditions, des lieux dignes d'intérêt et encore pas ou peu consacrés par le regard touristique. L'individualisation des échanges, elle est favorisée par du coup des rencontres plutôt en petits groupes qui arpentent le quartier le plus souvent à pied, parfois en vélo. Et du coup, la rencontre, elle est envisagée sous un mode amical et bienveillant. Si on reprend l'image du slogan de l'association de greeters parisiens, Parisien d'un jour, Parisien toujours, venez en visiteur, partez en amis. Donc c'est à la fois tout un programme et toute une philosophie, je dirais. Une des premières associations de ce type, elle est née dans le sillage des mouvements contestataires des années 70, qui a été créée notamment en 83 à Berlin, dans un ancien quartier ouvrier, Kreuzberg, et s'est développée à travers l'association toujours très active aujourd'hui en Allemagne, Stadtreisen. Donc je suis un piètre germanophone, mais il me semble que ça veut dire, vous me corrigerez éventuellement, voyager autrement. Et une fédération qui regroupe aujourd'hui une vingtaine d'associations qui se positionnent sur ce créneau des visites de quartier avec une sensibilisation particulière sur la compréhension du développement, comment s'est développé le quartier dans l'histoire, avec des dimensions, des aspects politiques, des aspects sociaux, culturels, etc. Un peu plus tard, à New York, a été fondé Big Apple Greeters, axé sur la découverte des quartiers de New York qui étaient méconnus des touristes, comme le Bronx, le Queens, comme Harlem, alors qui de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un processus à la fois de découverte, de mise en récit auprès des touristes de ces quartiers, Kreuzberg à Berlin, Harlem à New York, qui sont aussi de plus en plus des quartiers soumis au processus de gentrification, remplacement progressif aussi des populations, parce que les touristes arrivent, les commerces
pour des touristes, dédiés à des touristes aussi s'implantent, touristes et loisirs, avec des restaurants aussi, des échoppes, des boutiques, etc. Ce qui peut aussi poser des problèmes. Donc la mise en tourisme, même si elle est faite aussi, et bien faite par des associatifs, parfois on est aussi pris dans un mouvement plus général aussi de transformation d'un regard sur un quartier et qui peut poser des problèmes en termes de vie locale et de changement de peuplement. Mais que ce soit à New York, à Bruxelles, à Zagreb, à Paris, je pourrais citer d'autres villes, les associations de greeters aujourd'hui sont organisées dans une mise en réseau à l'échelle mondiale avec un réseau global qui s'appelle Global Greeter Network. Donc on peut parler du quartier, mais on voit bien qu'il y a aussi une mise en commun, on va dire presque mondialisée, donc à la fois dans le local et dans le global. Si elles sont porteuses en termes d'image pour des destinations, ces structures restent qualitativement faibles par rapport à l'industrie touristique plus classique. Et l'institutionnalisation, elle est parfois lente, au point que certains parlent d'un tourisme qui est vanté, mais qui n'est pas accompagné, n'est pas porté dans des politiques publiques, des acteurs publics. Et le modèle économique reste fragile. On pourra y revenir sur Paris. Néanmoins, elles sont révélatrices d'enjeux importants, parce que celui de la place des habitants dans les villes où le tourisme est présent, pour les acteurs du tourisme, c'est la nécessité croissante d'une participation qui doit être de plus en plus importante des habitants à la promotion de leur destination, en permettant une diversification de leur offre à travers des nouvelles mises en récit sur des valeurs qui vont être identifiantes pour des villes. Une image plus hospitalière, une image à visage humain, etc., qui va essayer aussi de se mettre à distance les phénomènes de foule, d'agglutination, de densité, qui résultent de la démocratisation du tourisme et de la promotion des hauts lieux qui est réitérée. À l'échelle plus large des projets touristiques, des projets urbains, la contribution active des habitants, elle pourrait permettre aussi de résoudre des tensions au sein des espaces urbains touristifiés, travaillés par le tourisme, où le tourisme est présent, où les intérêts sont parfois contradictoires entre les populations résidentes et les visiteurs. Conflits d'usage sur l'espace public, en termes du niveau sonore, en termes d'animation, tendance à la monofonctionnalité, en termes de commerce, enfin monoactivité commerciale, tendance à, en tout cas, nuisance sonore, on part tôt le matin, les roulettes sur les pavés parisiens. Ce n'est pas juste une anecdote, c'est quelque chose qu'on entend assez récurrent. Les divers problèmes engendrés par les locations d'appartements, etc. Aujourd'hui, la nécessité d'impliquer les résidents permanents dans la conception et les fonctionnalités touristiques des espaces urbains s'impose. L'attrait des greeters met à jour des nouvelles formes d'expérience recherchées par la touriste, vers davantage d'interaction, d'échanges, avec des lieux visités, notamment dans ce qu'on peut appeler des arrière-scènes urbaines. On y valorise l'observation de l'ordinaire, celle des habitudes, des coutumes, de la vie habitante, et qui valorise une forme de tourisme ethnographique, qui est de l'ordre de la proximité, de l'immersion sociale, voire de la participation à l'existence citadine commune. Après, il ne faut pas non plus éviter le risque de la folklorisation, qui consisterait, et c'est du coup un peu paradoxal, à folkloriser quelque chose qu'on encense, c'est-à-dire un peu à le réifier, un peu à le muséifier, alors qu'il faut aussi chercher, bien évidemment, à rendre vivantes ses coutumes, ses métiers, etc., et non pas le figer dans un simple discours. Cette question-là, ce souci de l'ordinaire, de ces, disons, nouvelles interactions, ça a des implications spatiales pour la ville. Longtemps, le tourisme s'est limité en ville à la découverte de sites et de quartiers qui étaient historiquement sélectionnés et valorisés. Avec le tourisme participatif, on est davantage du coup proche dans ce tourisme de l'ordinaire. Alors que justement, le tourisme, c'était la sortie du quotidien, c'était la recherche de l'extraordinaire. Et ce tourisme de l'ordinaire, il transforme du coup le déplacement en recherche aussi d'emplacement, en désir de vivre une expérience située. Là, j'emprunte ces termes à Maria Gravari-Barbas, qui est géographe. Et son objet cesse du coup d'être purement patrimonial, purement récréatif, pour devenir également culturel, social. Et donc, les nouveaux produits de niche qui cultivent des dimensions participatives, parfois insolites, ont des répercussions spatiales, puisqu'ils sont alimentés et justifiés par la volonté de faire découvrir des quartiers qui sont en général en dehors des fréquentations touristiques. Donc on a une espèce de dilatation dynamique des espaces urbains susceptibles d'accueillir les touristes, qui tend à inclure progressivement les marges urbaines.
Donc on est aussi, c'est une problématique du tourisme aussi hors des sentiers battus. On est vers des lieux de l'ordinaire qui sont des lieux plus hétérogènes, plus difficiles à classifier, conditions frontières plus floues, des espaces qui sont plus polyvalents, moins monofonctionnels, etc., avec un large éventail d'activités et de populations. Aujourd'hui, on peut visiter des logements sociaux construits par Tony Garnier à Lyon, on peut visiter des appartements meublés qui ont accueilli les migrants à New York. Je pourrais poursuivre la liste, vous avez très bien plus longuement. Cela dit, il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle les must-seen, ce qui doit être vu, la Tour Eiffel, etc., ne sont pas remis en cause, puisque leurs chiffres de fréquentation sont toujours extrêmement élevés. Ça veut dire qu'on est davantage dans la complémentarité et que l'ensemble se cumule. Et l'enjeu pour les acteurs du tourisme, c'est de chercher à canaliser ces nouvelles demandes touristiques qui aspirent à passer de l'autre côté du miroir urbain. Alors maintenant, troisième temps, quels sont les enjeux de ces pratiques participatives pour le territoire parisien ? À Paris, je vais avancer peut-être un peu de façon un petit peu caricaturale, je pense je suis vraiment pas loin de la vérité. On a une valorisation orientée globalement vers des patrimoines classiques. Et le risque, c'est qu'on ait une sanctuarisation identitaire qui fait de la ville une sorte un peu d'herbier culturel, fait de fleurs séchées, d'où résulterait une image un peu passéiste qui manquerait de vie et qui réduirait la destination à un catalogue, je force un peu le trait évidemment, un reliquaire avec des visites programmées de courte durée, au nom de l'essentiel à ne pas rater. Bon, à Paris, historiquement, le tourisme, c'est un tourisme, on va dire, de centre au niveau géographique, au niveau spatial. C'est particulièrement prégnant, on a une structuration historique le long de la Seine. Alors j'ai quelques cartes pour vous. Alors si on regarde les citations des lieux touristiques dans les guides depuis 1863 jusqu'à 2010, vous regardez à Paris, ça c'est pas au niveau spatial. Là, l'indicateur est juste spatial pour le coup. Après, il faudrait regarder qu'est-ce qu'on prescrit. Mais c'est pas, voilà, on n'a pas un développement du tourisme, je veux dire, aux frontières, aux marges, un peu à certains endroits. Mais c'est pas évident. C'est plutôt des couches qui se sont superposées sur un territoire central. Donc je passe sur cet aspect-là qui montre qu'il n'y a pas eu, autant aujourd'hui on parle de métropolisation, c'est-à-dire de développement de la métropole vers des territoires plus diffus, hétérogènes. Aujourd'hui, le tourisme parisien n'est pas encore énormément travaillé par ce phénomène de métropolisation. Il y a surtout Paris, phénomène de tourisme de centre, et puis il y a deux grandes fréquentations à l'est et à l'ouest avec Versailles et Paris et Disney. Alors ça s'explique parce que, historiquement, là, c'est juste un indicateur parmi d'autres qui contribue à asseoir la structuration de cette centralité touristique qui est là, par exemple, les expositions universelles, qu'on produit la Tour Eiffel, par exemple, qu'on produit aussi les bateaux-mouches, qu'on participait, parce que ça a été l'occasion d'activer des projets urbanistiques comme le métro, en partie, certaines lignes. Et ça s'est structuré autour du centre et de l'ouest. Donc voilà, historiquement, un regard un peu rapide. Et si on poursuit, on pourrait trouver, alors si on regarde les lieux touristiques visités et les circuits qui sont proposés. Si on regarde, alors c'est pas exhaustif, mais c'est des collègues d'Angers qui ont fait cette carte, les circuits, un ensemble de circuits, un panel assez représentatif de circuits qui sont proposés, on reste globalement largement structuré autour de la Seine. Ce qui n'exclut pas une légère dissémination au territoire, mais ça reste quand même largement structuré autour d'un noyau historique. Après, ça ne dit rien des modalités plus subtiles, plus qualitatives et moins quantitatives qui existent, parce qu'elles sont le tourisme participatif, qui est difficile à chiffrer, n'est pas quantitativement très fort, mais est important pour l'image d'une ville, est important pour la promotion d'une destination, et c'est important de l'afficher, outre que c'est important de le faire vivre pour voir des patrimoines différents. Si on regarde les lieux pratiqués, ça se superpose globalement avec les offres qui sont prescrites. C'est-à-dire qu'on a globalement cette structuration autour de la Seine et avec un déplacement
un petit satellite, enfin un gros satellite au nord, avec évidemment Montmartre, et au nord-est avec la Villette. Bon, à Paris, le développement des propositions alternatives de promenades urbaines, évidemment, est concomitant de l'essor de formes participatives de tourisme et la possibilité du peer-to-peer, des formes d'hébergement, comme je parlais du couchsurfing. Je pense que l'essor, effectivement, dans les décennies 90 et 2000, c'est traduit par la prise de conscience d'une nécessaire maîtrise du développement du tourisme, notamment dans les effets de la congestion à Paris sur certains sites. Et puis avec une volonté, je pense avec la mandature de l'exécutif municipal en 2001, avec Delanoë, d'une volonté plus affirmée d'une politique différente, et de compléter une offre touristique dirigée vers des espaces centraux et monumentaux. Il a diffracté plus largement au territoire parisien et francilien. J'avais récupéré un document du CODEV, qui est le Conseil de développement économique durable de Paris, au début des années 2000. Et j'avais retenu cette phrase qui disait, j'ouvre les guillemets, « Quel échange se produit-il entre le Parisien et le touriste qui, en 3 heures, donc le touriste, dans son quart de tourisme, voit la Tour Eiffel, Notre-Dame et le Louvre, et qui demain débarque Colisée. Il faut multiplier les échanges individuels, il faut valoriser la différence, la culture parisienne et ses habitants. » Alors, une des pistes de développement, il parlait pas de tourisme alternatif à l'époque, mais parlait de tourisme d'expérience, qui revient à peu près la même chose, à s'insérer dans les activités de la population résidente. Et longtemps, la mairie de Paris va appuyer l'action de l'association Belleville Insolite, fondée en 1999, que vous connaissez peut-être sans doute, qui visait le développement d'un tourisme de proximité, valorisant le patrimoine dans un sens large, au service du développement local, avec des questions aussi d'insertion, et puis effectivement de nouveaux patrimoines autour de l'histoire d'un quartier. Et ce que disait un des représentants de l'association à l'époque, c'est on ne visite pas les monuments, mais on visite l'ambiance, on visite l'underground, donc disons le souterrain, c'est tout le registre du souterrain, de l'arrière-cour, etc., d'un quartier, qui illustre un esprit qui entendait éviter la sanctuarisation identitaire du patrimoine bâti. Donc on n'est pas éviter l'herbier et ses feuilles séchées du patrimoine historique, quand bien même il est beau et il est magnifique et porteur d'une très belle esthétique, pour une approche culturelle plus sensible. Alors il y a eu des actions qui ont été initiées par la mairie de Paris. Il y a quelques années, il y a eu un réseau de chambres d'hôtes, notamment, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Il y avait déjà des chambres d'hôtes, de location d'appartements meublés, mais il n'y avait pas eu de charte, il n'y avait pas eu de mise en réseau. Il y avait eu à l'époque, je crois que ça avait commencé par 1000 chambres, les hôteliers traditionnels, qui étaient plus de 77 000 chambres. 1000 chambres, c'était pas grand-chose. Pour eux, à écrit à la concurrence. Mais 1000 chambres à l'époque, c'était pas grand-chose. Mais l'important aussi pour la mairie de Paris, c'était de dire, regardez ce qu'on fait. 1000 chambres, quantitativement, pour une ville de la taille de Paris qui reçoit des millions de touristes, c'est pas grand-chose. Mais c'était l'idée de dire, on accueille les Parisiens qui pouvaient être jugés dans leur accueil, souvent dans les questionnaires de satisfaction, l'accueil était souvent un point qui pouvait être travaillé, était jugé perfectible, et là, regardez, on accueille. Les Parisiens, c'est pas seulement des gens froids, c'est pas une ville avec que des codes. Les Parisiens accueillent. Il y a une visibilité médiatique de ce réseau de chambres qui avait été aussi importante. Importance des questions d'image, des questions immatérielles aussi, qui était aussi importante que Paris-Plage. Mettre un palmier et du sable dans un espace patrimonial. Donc ça, c'était important. Et avec des reportages télé en Argentine, en Chine, etc., les Parisiens accueillent chez eux, du coup. Une forme d'hébergement répondant, de façon voulue, de façon assez idoine, à l'échange entre touristes et habitants. Donc voilà un élément qui est parmi d'autres de la politique parisienne. Soutien à l'association à l'époque Belleville Insolite. Alors depuis, il y a eu d'autres actions qui ont été faites. Mais Belleville Insolite, du coup, qui s'est transformé, c'est devenu après 16 visites à Belleville, qui était souvent de dire, regardez, nous on appuie aussi le développement à la fois du tourisme alternatif à Paris, dans des quartiers peu touristiques, le nord-est parisien,
Bon, en même temps, c'était la mairie de Paris qui disait ça, mais une petite association, une petite structure qui est économiquement fragile, qui était portée par le dispositif des emplois jeunes à l'époque. Donc du coup, c'était un peu, si je peux me permettre, la caution aussi de la mairie de Paris à cette époque-là. Alors depuis, il y a eu les réseaux de Gritters, il y a eu une mise en place de modalités de vie de quartier, de promenades urbaines qui ont éclos. Et il y a une vraie vie du coup du tourisme participatif, mais qui passe par des réseaux du coup qui sont aussi parfois pas toujours bien insérés je trouve dans les politiques publiques. Beaucoup de choses à dire. Alors évidemment, je passe à mon dernier point. Il me reste une quinzaine de minutes qui sont justement sur cette question de la place des pratiques participatives dans la dissémination du processus d'attraction culturelle. À Paris, ce processus d'attraction culturelle, il est historiquement, on vient de le montrer très rapidement avec des cartes, orienté vers la valorisation de patrimoine classique. Ce qui est, je n'ai pas de jugement à apporter là-dessus, mais c'est effectivement un patrimoine classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un patrimoine, un référentiel, c'est-à-dire un patrimoine paysager, historique, monumental, architectural et artistique, souvent classé, institutionnalisé, muséal. Première chose, référentiel classique. Après, on a aussi l'événementiel. Tout ce qui est foire, salon, festival, congrès, fêtes traditionnelles. C'est des choses qui sont répétées et qui finissent par s'inscrire dans l'agenda aussi. Donc la surprise, autant Paris-Plage, ça peut être une surprise. Bon, là, on sait que c'est tous les ans. La dimension événementielle, l'événement, c'est quelque chose qui surgit, auquel on ne s'attend pas. Là, du coup, est un peu inséré dans un agenda. La surprise est évidemment maintenant nettement moindre. Donc l'idée, c'est que comment recourir à d'autres patrimoines, non seulement pour attirer le touriste en ville, le faire rester, le faire séjourner plus longtemps, le faire revenir, mais aussi pour l'y déconcentrer, l'y diffracter, du coup l'idée de le disséminer. Et je pense que les acteurs du tourisme participatif peuvent nous y aider pour révéler d'autres désirs, d'autres modes de découverte, disons, de la culture. Culture, du coup, avec un petit C et au pluriel. Alors, quels pourraient être des patrimoines vers lesquels certaines actions tendent et vers lesquels on pourrait continuer à tendre? On pourrait continuer à valoriser plus fortement un patrimoine sensoriel. Alors, c'est plus les sites qu'on valorise, les panoramas, les monuments ou les collections, mais ça serait plutôt des lumières, des odeurs, des sons, la nuit, la ville. Donc il y a un temps qui commence à être approprié par le tourisme, parce qu'aussi derrière, il y a le temps de la consommation, le temps festif. Mais c'est un tourisme du coup culturel peut-être plus esthétique, en quête d'ambiance, en quête de nuances, en quête d'atmosphère. Un patrimoine qui du coup serait de l'ordre du sensible. Là on sort du patrimoine matériel, bâti. Tourisme qui serait orienté du coup, alors, c'est comme ça, sa valeur un peu en guise d'ouverture, un peu programmatique comme ça, de quelque chose de l'ordre de la sensation, du sensuel, et une espèce de nouvelle sensualisation de la relation au culturel. Ça pourrait être, alors là pour le coup c'est le cas, hein, le patrimoine quotidien, continuer encore à valoriser l'observation de l'ordinaire, des habitudes, des coutumes de vie des habitants. Du coup là on était dans le tourisme un peu esthétique, là on serait dans un tourisme ethnographique du présent, ce qui se passe sous nos yeux, de la proximité, de la participation, à une espèce d'existence commune, citadine, entre des touristes et ceux qui viennent pour quelques jours et des habitants. Alors, à ne pas confondre avec une dimension folklorisante, hein, qui vont réintroduire un peu artificiellement des réalités quotidiennes passées. Ça pourrait être un patrimoine aussi excentrique, hein, du coup de valoriser des lieux périphériques, secrets ou absents de la nomenclature officielle des curiosités touristiques, et qui se fait pour partie déjà, hein, et ça il faut le noter, dans les marges, ou de le tourisme au-delà. On a montré quelques cartes, mais il y a un tourisme actif aussi en banlieue, tourisme industriel, tourisme des bords de Marne, tourisme des visites d'usines, tourisme aussi d'architecture, de dimension architecturale assez pointue, du tourisme des cimetières, des friches, des lieux ordinaires, ignorés, de lieux même qui ont disparu, de mettre en valeur des zones oubliées, marginales, désaffectées, des lieux effacés de la cité. Et là, ça serait un tourisme plus confidentiel de la ville, ou du moins qui se vit comme tel, du coup, décalé,
de décryptage de ce qui a été, de ce qui n'est plus, tourné vers une espèce de verso, recto verso de la réalité citadine. Ça pourrait être encore un patrimoine domestique, valoriser une découverte à domicile, avec une réappropriation touristique de la ville par ses propres habitants. Donc on n'est plus dans le référentiel événementiel, confidentiel. Là, ça serait un tourisme du coup endogène. Hein. Je parlais d'être touriste dans sa propre ville, de réinitier en étranger le résident en faisant de lui un touriste dans sa propre ville. Est-ce que ça serait une forme extrême de tourisme de proximité, d'un tourisme intérieur, d'un tourisme de l'immédiat? On voit bien que là, les catégories ne sont pas du tout stabilisées, mais il y aurait quelque chose à construire, ou en tout cas à poursuivre le fil, qui est aussi un tourisme qui serait aussi à valoriser, à continuer à valoriser, un tourisme peut-être narratif, qui serait susceptible d'englober évidemment tout ce qui a été dit précédemment, hein, confidentiel, ethnographique, du présent, etc. Valoriser non plus le lieu à partir de son capital, je dirais, objectif, mais de son potentiel ou de sa mémoire romanesque, comment on peut faire récit à partir d'un territoire. Bon, vaste programme. Ce sont des éléments, donc là, il y a un côté un peu catalogue dans ces différents patrimoines qu'on pourrait activer, effet catalogue que je n'ai pas évité, qui illustre, je trouve, avec un certain bonheur, la richesse infinie, effectivement, de la ville, la richesse infinie du Nord, de cet univers sensible, de ce qui nous entoure, et qui rend le monde, c'est en ça qu'il faut travailler, je pense, qui rend le monde et les acteurs, les amoureux du tourisme alternatif, participatif, insolite, rend le monde inépuisable, me semble-t-il. Écoutez, j'ai terminé un petit peu en avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gwendal Simon, pour cette conférence. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, vous avez mis le souhait d'être repris sur les acronymes étrangers. Alors, Stadtreisen, c'est les voyages dans la ville. Et de même, couch surfing, ce n'est pas être couché sur le divan, mais c'est naviguer entre les divans, surfer entre les divans. Merci. Bonjour. Vous êtes parti des faits que le tourisme est de plus en plus... la durée des déplacements des touristes est de plus en plus courte et de plus en plus fréquente, certes, mais comment peut-on penser à des touristes, je pense notamment aux touristes étrangers qui viennent en France 3 ou 4 jours, durée réduite de séjour, et de les emmener sur les bords de la Marne ou de les faire profiter de la dissémination dont vous avez parlé? Alors, oui, c'est un peu ça pourrait être la quadrature du cercle. En fait, ce qu'on observe souvent, c'est que ces modalités de faire du tourisme s'inscrivent dans des trajectoires touristiques aussi. Et que les trajectoires touristiques, c'est moins, disons, les premiers voyages qu'on va chercher à capter que ceux qui reviennent. Ça ne veut pas dire que quand on revient, on fait des choses complètement différentes. Mais quand on revient et quand ça commence à être répété, à partir de 3 ou 4 fois, ce qu'on appelle des repeaters, par exemple, le souci de voir, alors pas forcément toujours d'une extension géographique, mais le souci de voir des formes interstitielles de tourisme sont de plus en plus prégnantes. Donc c'est plutôt de gens qui vont revenir que des primo-arrivants que là qu'on peut capter. Alors qui reviennent à partir d'une deuxième fois, par exemple à Paris, c'est à peu près les 2/3 des touristes qui reviennent pour une deuxième fois. Alors du coup la mairie de Paris va vous dire, nous il y a 1/3 qui vient qu'on va pas chercher à diffracter parce qu'ils vont vers les sites les plus évidents, donc on va s'occuper des 2/3. Bon, en fait, les 2/3, il faut nuancer parce que ceux qui reviennent pour une deuxième, troisième ou quatrième fois sont encore très articulés, très orientés, très polarisés vers ce patrimoine, disons, classique. Et donc c'est vraiment à partir du coup, mais je ne sais pas précisément ce que représentent dans les 2/3 de ceux qui reviennent pour la 4e ou 5e fois, à partir de la 4e ou la 5e fois.
Mais ça fait, il n'empêche que ça fait quand même, sur les millions de touristes à Paris, c'est des proportions qui sont pas négligeables. Oui, toujours sur la question des chiffres, combien de greeters à Paris, et est-ce qu'il y a cette pratique en région, en France, en région? Alors peut-être qu'à Paris, j'ai pas les chiffres précis du nombre de greeters à Paris, mais ça, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui vont pouvoir les compléter. 340 en 2015. En province, bien évidemment, vous avez des réseaux de greeters, donc c'est pas du tout un phénomène. Moi, j'ai beaucoup parlé à la fois de Paris et puis des grandes villes, hein, qui sont quand même travaillées par les phénomènes de touristification, le fait qu'il y ait des externalités négatives du tourisme qui sont assez fortes, assez évidentes. C'est évidemment le cas dans des villes françaises de province, même des villes petites et moyennes. Oui, bien, merci beaucoup Gwendal Simon pour cette conférence. Merci.